Émission tout aussi intéressante que les précédentes parce que bien entendu, très chers téléspectateurs, vous aurez l'occasion aujourd'hui encore de recevoir beaucoup de conseils de notre consultant André Cuot qui est juste à mes côtés. Toute l'équipe de production d'Emploi et Carrière est très bien installée. Ça démarre maintenant. Bienvenue à tous et à toutes. Première rubrique de cette émission, je veux un job. Aujourd'hui, très chers téléspectateurs, 5 choses. Alors je dis 5 choses que le recruteur n'a pas besoin de savoir de vous lors d'un entretien d'embauche. André Cuot, bonjour. Bonjour Nadia. Vous allez bien? Je vais bien chez vous. Ça va par la grâce de Dieu. Merci. Alors être transparent et en dire le maximum sur vous au recruteur, la démarche part d'un bon sentiment. Mais attention, sur un CV ou en entretien d'embauche, toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire. Aujourd'hui, on veut savoir, André Cuot, pourquoi est-ce qu'on devrait garder certains secrets? Merci pour la question. D'abord, dans un recrutement, il faut que les candidats sachent que on ne va pas à un recrutement pour déballer sa vie privée, sa vie intime, parce qu'il y a des questions que le recruteur, il est libre de poser des questions, à part poser des questions sur votre ethnie et votre religion, à ma connaissance, mais les autres, le recruteur est libre de poser. Par contre, le candidat est aussi libre de ne pas répondre à toutes les questions. C'est à ses risques et périls, mais il n'est pas obligé, encore que ce n'est pas un interrogatoire de police, et là encore, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Exactement, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions, mais je me dis, dans la mesure où tu vas entrer dans une entreprise, tu vas faire partie intégrante de cette famille-là, et donc ton recruteur, ton employeur a besoin de savoir certaines choses de toi. Mais si on part sur la base qu'on devrait cacher certaines choses, est-ce que c'est pas être en griffe malhonnête? Non, on ne cache pas, mais en fait... je l'ai dit tantôt, la rétention de l'information n'est pas un mensonge. Encore que, selon des spécialistes, on ment à quelqu'un à qui on doit la vérité. Tout à fait. Et donc, le recruteur, ce n'est pas un parent, ce n'est pas votre époux, ce n'est pas votre épouse. Et donc, vous n'êtes pas censé lui donner toutes les informations qui ne sont pas forcément utiles. Et dans un recrutement aussi, c'est au recruteur de faire son nécessaire pour que le candidat se dévoile. C'est un combat. Et donc, on ne vient pas pour dévoiler ses faiblesses. Dans un recrutement, le candidat doit parler de ce qui est bon, ce qui est positif, ce qui l'arrange, ce qui le fait avancer. Sauf ne pas dire des choses qui ne sont pas justes. C'est tout. Par contre, si on ne vous a pas posé une question sur vos maladies, sur votre vie de couple, vous n'en parlez pas du tout. Et tous les recruteurs le savent, même si on pose des questions. Et on va donc y aller. On a dit 5 choses à ne pas savoir. C'est oui. Quoi concrètement ces 5 choses? Oh, mais le premier, c'est la vie de couple. Par exemple, vous êtes célibataire ou vous êtes divorcé et vous avez certainement des enfants à votre charge. Est-ce que c'est le lieu de dire au recruteur, mais je n'ai pas bien dormi hier parce que ma femme m'a laissé, elle ou bien mon mari, je vis seul, je suis une femme mère, et donc j'ai 5 enfants, je n'ai pas dormi, j'ai trop de difficultés à m'organiser, alors que vous voulez être comptable. Mais il faut que les gens sachent qu'une entreprise, ce n'est pas de la philanthropie. Et donc, quand vous déballez de cette façon vos préoccupations, mais vous ne l'aidez pas à vous recruter, alors que lorsque vous partez un recrutement, vous devrez faire en sorte qu'on vous retienne. Est-ce à dire qu'on ne devrait pas donner sa situation matrimoniale à son recruteur? Mais on le dit, mais si vous dites que vous avez beaucoup d'enfants, vous n'avez pas dormi, vous êtes fatigué, comment vous pouvez être utile à l'entreprise? Donc, c'est valorisé. Mais on peut au moins dire je suis marié ou je ne suis pas marié. Oui, mais bon, je suis marié, mais il y a des... Bien là encore, non, il ça, faut avoir rétention d'informations. Non. Si vous êtes marié, de toute façon, il y a des entreprises, on prend des gens parce qu'ils sont jeunes, ils sont célibataires, ils n'ont pas beaucoup de charges, et parce qu'ils ont une mobilité plus aisée que de prendre quelqu'un qui est marié, qui a 4 ou 5 enfants, il est plus lourd à se déplacer. Donc, dans tout, quoi qu'il en soit, il y a des postes aussi, on préfère des gens qui sont mariés, qui sont posés dans la tête. Exactement. Parce que dans tous les cas, que vous soyez célibataire, il y a un avantage, il y a des inconvénients. Que vous soyez marié, il y a des avantages et des inconvénients. Donc c'est à vous de mettre en avant les avantages de votre statut. Si vous êtes célibataire, mais vous pouvez dire par exemple, mais le fait d'être célibataire me permet de me déplacer de plus de temps. Donc, de passer plus de temps au travail. Je peux rentrer à la maison tard, mais je n'aurai pas de compte à rendre, sauf à moi seul ou pour ma sécurité, mais je peux travailler 6 heures à 20 h, 21 h si le boulot l'exige. Par contre, si vous êtes marié, vous pouvez dire, ben, mais moi, je suis marié, j'ai appris à gérer mes enfants, j'ai appris à gérer ma famille, donc je peux vous apporter cette stabilité. Bon, voilà. Et puis ensuite, comme je suis marié, mais je ne vais pas démissionner à brûle pour point avant de partir, mais je vais faire attention parce qu'il y a une famille derrière moi. Donc, quoi qu'il en soit,
que vous soyez marié et que vous soyez célibataire, mais il y a des avantages et inconvénients. Quelqu'un disait que marie-toi, ne te marie pas. Dans tous les cas, tu auras des problèmes. Mais je dis aussi, sois célibataire ou pas, mais dans tous les cas, tu auras des problèmes. Donc, quoi qu'il en soit, ce n'est pas le moment de tout déballer. Si vous dites, mais il faut expliquer en quoi ça va vous faire avancer, l'entreprise. Autrement dit, ça ne sert à rien. D'accord, André Cuot. Et là, on va avancer. Oui. On a parlé de la première chose à ne pas dévoiler, sa situation matrimoniale, ne pas aller vraiment en profondeur. Oui, absolument. Ensuite, qu'est-ce qu'on ne devrait pas dire? Mais la santé, si vous avez une maladie peut-être incurable, ou une maladie, j'allais dire, congénitale, que vous avez hérité, peut-être il y a des maladies, pas c'était pour ne pas choquer, mais il y a des maladies qui fatiguent. Donc, à un moment donné, si vous venez dire au recruteur que hier, j'étais malade parce que j'ai été hospitalisé pendant 2 ou 3 mois pour telle maladie, qui ont dit par exemple que les gens qui ont cette maladie-là, c'est le cas que je suis en Nigeria en ce moment-là, il y a des gens qui ont cette maladie, ils ne vivent pas longtemps, ils ont près de 40 ans, mais à part ce moment-là, est-ce que vous aidez le recruteur à vous prendre alors que vous avez 40 ans et vous-même vous dites qu'on ne vit pas plus de 20 ans, plus de 30 ans? Mais en même temps, ce serait important de dire la vérité au recruteur, ça va lui permettre de vous éviter certaines situations. Parce que si vous avez un problème de santé que vous cachez, c'est clair que le recruteur, lui, ne sait pas. Et il peut vous envoyer en mission, pourtant votre santé pourrait être mise Je suis d'accord, mais ça, vous parlez des sentiments. Mais l'entreprise, ce n'est pas le lieu d'être. Même si aujourd'hui, il faut humaniser. Mais si vous voyez quelqu'un qui a déjà des problèmes, parce que l'entreprise, on vous prend parce que vous êtes la solution au problème de l'entreprise. Et pas un problème en plus dans l'entreprise. Donc, une entreprise que vous recrutez, mais si vous êtes constamment malade, mais vous allez augmenter les charges sociales, les charges de maladie. Et non, donc, pas constamment malade. En fait, je veux dire, est-ce que si on a un problème de santé, clairement, on peut le dire? Bon, je veux dire quoi? Par exemple, une personne qui est hypotendue, qui peut s'écrouler à tout moment et tout. Est-ce que cette personne-là devrait le dire ou pas, ou cacher? Parce que devant une situation, tu peux tomber, ton recruteur va dire, moi, je ne savais pas. Sinon, je ne l'aurais pas envoyé sur par exemple, à ce reportage, etc. Mais c'est à vous d'en juger. Quoi qu'il en soit, vous prenez un risque. En le disant, on peut vous recruter sur la base de ce qu'on sait. Mais on peut peut-être mieux vous utiliser. Mais si moi j'ai 2 candidats, puisqu'il faut sur il y a 2 ou 3 candidats qui ont sensiblement les mêmes compétences, les mêmes qualités, le même niveau de salaire, et puis il y a un qui a bonne santé, et l'autre n'est pas à bonne santé, mais mon réflexe sera de prendre celui qui a bonne santé. Ou bien celui qui dit, parce qu'entre nous, même quoi qu'il en soit, on est peut-être des malades qui s'ignorent, mais celui qui n'a pas dit qu'il a ce type de maladie, où il peut... Mais vous voyez, si vous êtes un chauffeur, peut-être, ou on veut vous prendre comme un chauffeur, ou bien il y a des métiers où votre rôle, c'est de rester debout. Et puis vous dites, moi, il peut tomber à tout moment. Mais est-ce que ce métier-là, avant de le choisir, est-ce que vous avez vraiment réfléchi à ce que vous... Parce qu'une entreprise cherche à maximiser son profit, parce que le salaire qu'on va vous donner, le chef d'entreprise, il attend le retour sur investissement. Mais si vous êtes constamment malade, et que vous pouvez tomber dans les pommes ou bien dans le coma, je ne sais pas moi, à tout bout des champs, je ne crois pas qu'un recruteur puisse vous prendre parce qu'il va créer des problèmes à l'entreprise. Or, lui, c'est un marché, donc il protège le marché. Tout à fait. Troisième chose? Oui. Troisième chose, on a parlé de souvent, ça, c'est les jeunes, ils aiment bien donner leurs vrais défauts. Par exemple, je suis bagarreur. Bon, ça se dit? Mais il y a des gens qui le disent. Moi, j'ai fait le cours dans une université. Quand tu les prends, les gens disent leurs vrais défauts. Mais en fait, on veut tellement être honnête aussi que souvent, ça nous rattrape. Oui, mais vous n'êtes pas devant un prêtre pour faire la confession. Exactement. Donc, vous partez pour chercher du boulot. Vous partez pour chercher du boulot. Être honnête ne veut pas dire des choses qui vont vous déstabiliser. C'est ça le problème. Par exemple, quand les recruteurs te demandent c'est quoi ton défaut, parce qu'on assiste souvent à des entretiens avec des questions. Ça, c'est des questions inévitables. On les appelle les questions récurrentes. C'est quoi ton défaut, On va y revenir, mais on appelle ça les questions récurrentes. D'accord. Quel salaire vous voulez? Pourquoi vous voulez travailler dans une entreprise? Voilà. Quels sont tes défauts? Quelles sont tes qualités? Voilà. Non, ça, c'est des questions récurrentes. Par contre, si vous êtes enseignant, par exemple, vous pouvez dire, moi, on me reproche de me répéter. On me reproche de me répéter. Un défaut qui n'est pas tout à fait défaut. Non, mais c'est une qualité pour un enseignant. Exactement. Parce que la répétition, on dit, c'est la mère de la pédagogie. Donc, arrêtez un enseignant qui dit, on me reproche de me répéter, c'est bien. Un comptable, on me reproche d'être trop rigoureux. Ça, c'est pas mauvais pour un comptable qui ne doit pas sortir l'argent à tout bout des champs. Donc, en réalité... il faut que le défaut soit aussi un avantage. Un avantage. Mais il ne faut pas donner les vrais défauts. Par exemple, tu es un voleur, tu dis, moi, je vole. Alors qu'on veut te recruter comme comptable. Croyez-moi, ou bien j'ai volé quand j'étais petit, j'ai arrêté il n'y a pas trop longtemps.
C'est pas nécessaire. Non, ça, c'est des vrais défauts et qui vont, quelles que soient vos compétences, le recruteur, il va se méfier. Parce que faire un recrutement, c'est prendre un risque. Et donc, le rôle du recruteur, c'est de minimiser les risques. Et non pas prendre des risques qui sont apparents. Ensuite, ce médit, c'est dénigrer l'ancien patron. Par exemple, il y en a qui quittent une entreprise, ils arrivent, on dit, mais pourquoi vous avez quitté l'entreprise? Et puis ils deviennent volubiles. Mon patron ne me payait pas, le salaire n'était pas bien, il mettait ses enfants, il disait tout. Mais ça, celui qui est devant vous, il va se méfier de vous. Exactement. Ensuite, celui dont vous parlez, il n'est même pas là pour se défendre. Et enfin, il y a les peut-être enfin, parce que le temps est limité, mais attends, vous êtes parti, mais est-ce que l'entreprise a fermé? Non. Donc peut-être que c'est vous le problème. Donc en le disant, vous n'encouragez pas le candidat ou le chef d'entreprise à vous recruter, parce qu'il peut dire que vous n'êtes pas honnête, vous êtes même ingrat. Donc il peut interpréter comme il veut, parce qu'à part de mots, tu dénigres l'ancien patron ou qui t'a donné de l'argent pour payer ton loyer, pour vivre, pour te soigner, pour prendre ta famille en charge. Si tu t'en vas, mais ça ne sert à rien de le dénigrer, parce que la plupart des recruteurs, d'abord, c'est un critère éliminatoire. Si tu dénigres ton patron, si tu deviens ou même tes anciens collègues, si tu les dénigres, le recruteur, si c'est un professionnel, c'est pas sûr qu'ils te prennent. Si tu es peut-être un concurrent, on peut te prendre parce que tu parles beaucoup pour prendre des informations, et même moi, ils vont se méfier de toi, ça c'est sûr. C'est pourquoi il vous dit, je ne fais pas de différence entre la vie de famille et puis l'entreprise. Un monsieur qui veut se marier et puis dit non, ma femme, j'ai divorcé avec elle parce qu'elle n'était pas bien, elle ne s'est pas préparée, elle ne s'est pas fait ceci. C'est une femme qui est vraiment, qui a la tête sur les épaules, elle ne devrait pas courir pour aller vers là-bas. C'est valable aussi pour les femmes. Mais si tu lui dis tout et si tu ne te maries pas, tu fais quoi? Ça veut dire qu'on ne doit pas tout dire. On ne doit pas tout dire. C'est valable dans le recrutement. Pas tu dis tout. Oui, tu te dis tout et puis on ne t'a pas recruté. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui va se passer après? Donc il faut faire attention. Quand tu parles de toute façon dans un recrutement, on n'est pas obligé de tout dire, tout sur sa vie, parce que c'est peut-être 1 heure, 2 heures que tu as, vous n'avez pas l'habilité à tout dire. Et puis lorsque vous dites tout comme ça, est-ce qu'on va dire, mais est-ce que le monsieur là même là, s'il dit tout sur lui à un monsieur ou une dame qui ne connaît pas, est-ce que lui-même il ne va pas trop bavarder? Non, c'est pas... Et puis je veux dire, au fur et à mesure, quand tu travailles dans l'entreprise, on pourra mieux te connaître. On peut mieux te connaître, voilà. Mais laisse aussi les gens te découvrir. Ça ne sert à rien de tout dire en même temps. De toute façon, quand tu dis des choses, il faut les justifier, mais il faut penser, est-ce que ça apporte de la valeur ajoutée à l'entreprise? Est-ce que moi-même, parce qu'un candidat, c'est un produit. Et tout produit, on ne montre pas, on dit souvent chez nous, moi j'aime bien les proverbes africains, on ne montre pas son village de la main gauche. Tu ne peux pas te dénigrer, mais en te dénigrant, moi je peux dire aux gens, bon, on ne mérite pas de trop me répéter, voilà, ça c'est une qualité pour un enseignant, ça fait partie de la pédagogie. Mais si tu dis, on me dit, je suis nerveux, je suis bagarreur, j'insulte les gens, mais qui va dire ça à toi? Parce qu'une entreprise aussi, le climat social, le rendement d'une entreprise dépend de son climat social. Voilà, donc il faut faire attention. Merci beaucoup, très cher consultant André Cuyo. Alors, très chers téléspectateurs, on n'a pas fini. Hein. On a juste... Il reste un point. Il reste un point, oui. D'accord. C'est justement ce que je voulais dire aux téléspectateurs. Vous avez noté 5. On n'a pas fini, on est sur le 4e point. On y va pour le 5e point. Très rapidement, bien, André. Mais il y a beaucoup de points, mais on a pris 5 pour les biens de la cause. Mais en fait, il y a les... Bon, aujourd'hui, on est dans nos pays africains, il y a beaucoup d'élections. Si vous partez dans une entreprise, est-ce que c'est le lieu de montrer votre cas de parti? Bon, si celui qui est devant vous, il cherche les candidats de son parti, c'est bon. Mais une entreprise, normalement, est une institution laïque. Tout le monde donc, peut... que tu sois musulman, que tu sois catholique, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois, je ne sais pas moi, de tel ou tel parti, quand tu arrives dans l'entreprise, tu déposes ta religion à l'entrée, tu déposes ta veste de parti politique à l'entrée et tu viens être professionnel dans le milieu de l'entreprise. Parce que le produit qu'on fabrique, on vend, mais tout le monde paye. Tout le monde en a besoin, quel que soit son bord politique. Donc on ne presse pas dans une entreprise pour son parti politique parce que ce n'est pas un produit qui est dédié à un parti politique. Je ne sais même pas s'il y a un produit spécifique qui est dédié à part les pagnes qu'on fait dans les manifestations. Donc on ne devrait vraiment pas non, c'est pas là-dessus. Ce n'est pas nécessaire. Et puis le recruteur n'a pas besoin
le chef d'entreprise, il ne croit pas qu'il en a besoin. C'est pas parce que tu es zélé dans son parti que tu vas être efficace dans ton entreprise. Et puis son entreprise, ce n'est pas le parti qui lui donne l'argent, c'est les clients qui lui donnent de l'argent. Donc, quand tu recrutes, mais c'est pour vendre l'entreprise, c'est pour vendre l'image de l'entreprise, c'est pour permettre à l'entreprise d'avoir une bonne image, aussi de la notoriété. Donc, on ne prend pas les gens qui vont venir faire, je ne sais pas moi, l'apologie de quelqu'un, mais ce n'est pas pareil, tu vas faire l'apologie de quelqu'un en dehors que les clients vont payer le produit. Et si le recruteur ose te poser la question de savoir tu es de quel bord politique et tout, est-ce que tu dois répondre à cette question ou tu n'es pas obligé? Moi, je le conseille, mais moi, je suis venu, je suis compétent, je suis consultant, je suis venu pour vendre mes connaissances, mes capacités, mes compétences. Et c'est ça qui est le plus important. Les partis politiques, ça c'est mon affaire. Point final. Mais il faut que les gens aient le courage, qu'on les recrute, ou on les laisse sur leur propre valeur. Il ne faut pas faire plaisir à quelqu'un. Par exemple, le jour, tu dis, moi, je suis tel parti, et puis il va dans un meeting, et puis tu es le contraire. Et comment on fait? Compliqué. Tu as menti. On a dit tout à l'heure qu'il ne faut pas mentir dans le recrutement. Tout le monde n'est pas obligé de dire des choses qu'on ne vous a pas demandé. Si on vous pose par contre une question sur votre maladie, si on vous pose des questions sur votre parti politique, des façons précises, et le monsieur insiste, mais les partis politiques, encore, ils insistent pour dire de ne même pas en parler. Mais votre santé, vous pouvez dire non. Bon, de temps en temps, j'ai telle maladie, mais je soigne, je maîtrise. Et pour ça, comme je me connais, je sais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Je ne vais pas vous fatiguer. Croyez-moi, je suis bien suivi. Et ça rassure. Il faut rassurer le recruteur. Mais les partis politiques, moi, je le déconseille. Je n'ai pas encore vu une entreprise où on a recruté à partir d'un parti politique. Peut-être l'administration publique, c'est possible. Et moi, ça me rassure que vous soyez toujours avec nous. Là, on a vraiment fini pour la première rubrique. On a fini 5 points sur lesquels on ne devrait pas s'étaler forcément lors d'un entretien. On va passer rapidement à notre seconde rubrique. Pour les habitués, vous savez qu'employé carrière, c'est « Je veux un job, ensuite je veux créer mon entreprise ». On y va maintenant. Et si vous venez de nous prendre en marche, oui, vous avez raté une bonne partie de l'émission, mais c'est pas bien grave, on continue. Là, on part pour la seconde rubrique, « Je veux créer mon entreprise ». André Cuyot, merci d'être encore là. Merci. Ça peut aller? Absolument. Absolument. Je suis tout oui. D'accord. Alors, dans cette seconde partie, on va parler de 5 conseils pour mieux gérer votre start-up. Depuis quelques semaines, on parle de start-up dans cette entreprise parce qu'André Cuyot veut nous donner vraiment la force de pouvoir tenir dans nos différentes entreprises. Aujourd'hui, on va parler de 5 conseils pour mieux gérer ces entreprises-là. Merci. On y va, très cher. Oui, non, mais c'est des questions qu'on nous a posées, c'est les téléspectateurs. Oui, bien sûr. C'est une dame même qui a appelé, et puis il y a plusieurs hommes qui ont appelé de la Côte d'Ivoire, mais d'autres pays. Et ils m'ont dit, mais vous avez dit que les start-up, il y a 9 qui tombent en faillite sur 10. Ça fait peur, est-ce qu'il faut-il créer? Donc nous, on a trouvé nécessaire de leur dire que parmi les 9, ils peuvent être parmi celles qui restent. Et donc, il faut leur donner quelques outils. Si ce n'est pas peut-être suffisant, au moins pour leur dire qu'il y a des startups qui réussissent quand même à vivre et à se multiplier, comme Uber par exemple. Parce que moi, je me rappelle que je vous ai demandé, est-ce que ça ne faisait pas peur d'entendre que des startups tombent? Après, les jeunes qui nous regardent, des personnes qui veulent vraiment se lancer, se disent, mais si le consultant même dit que ça tombe, est-ce que nous, on doit encore s'engager? Mais aujourd'hui, nous sommes rassurés de savoir qu'il y a des conseils qui viennent pour nous donner la force de tenir. Non, mais c'est pourquoi on fait cette émission, c'est pour les rassurer. En fait, ce n'est pas pour les défendre, mais on oublie de leur dire la vérité, de leur parler franchement sur ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Parce que des fois, on a été dévanciés et il y a des choses qu'on a pu faire qui nous ont créé des soucis. Et donc, il faut dire à la jeune génération pour qu'ils fassent moins d'erreurs et soient plus efficaces. D'accord. Voilà. Et donc, si vous me permettez, le premier, on n'avait pas de budget qui va très vite. Très souvent, la plupart des jeunes, quand ils créent une entreprise, mais le premier réflexe, c'est dès qu'il y a le premier client, il change de quartier. Nous sommes en Côte d'Ivoire, bon, il habitait peut-être du Pougon. On va revenir. Dès qu'il y a le premier client, il change de quartier. Il change de quartier parce que l'argent commence à rentrer. Bon, il a eu un chèque de 5 millions, 10 millions. Pour lui, c'est beaucoup, mais il ne se rend pas compte que peut-être qu'il y a 60 à 70% des charges dans ces 10 millions. Donc, peut-être que les 7 millions ne lui appartiennent pas, c'est les 3 millions qui vont lui appartenir. Bon, voilà, parce qu'il y a des charges. Il y a des charges, et puis sur les 3 millions qui restent, même à la limite, peut-être qu'il y a les impôts qui vont gréver encore dessus. Donc, il y a pas, les 10 millions, ce n'est pas pour lui. Il y a l'État, il y a le local, il y a le personnel, il y a toutes les autres charges qui gravitent autour de l'entreprise, et puis il n'y a rien qui prouve que le mois suivant, ou bien il peut y avoir encore. Donc, lorsque ça marche, mais il faut faire comme... Maîtriser. Voilà, il faut se maîtriser. Voilà.
faut se maîtriser, il faut donc garder comme la fourmi, on est dans la Seigneur, la fontaine des femmes, mais quand la saison il pleut, la fourmi récupère les aliments, elle met ça dans ta fourmilière, de sorte à ce que quand il y a la saison sèche et qu'elle ne peut plus sortir, mais elle récupère le tout pour manger. Donc en fait, il faut savoir gérer son budget pour ne pas se déstabiliser, parce que très souvent les gens ont du mal à gérer leur trésorerie, parce qu'ils font des charges qui ne sont pas prévues, qui ne sont pas organisées, et ils payent des choses qui ne sont pas forcément, qui sont utiles, mais qui ne sont pas nécessaires. Parce qu'il faut faire attention à ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ce qui est urgent, ce qui est important. Voilà, peut-être que ça va faire l'objet d'une autre formation, mais ça se classe à management. Donc, ce n'est pas parce que c'est important que c'est maintenant nécessaire. C'est important, mais ça peut venir peut-être dans 1 mois, dans 2 mois, ou bien dans 1 an. Enfin, bref. Et puis le deuxième point, mais on demande de réaliser la veille stratégique, ça veut dire quoi? Mais vous avez une entreprise... Il faut voir les autres. Peut-être il faut voir est-ce qu'il n'y a pas de nouvelles entreprises qui se créent pour voir, voilà. Même si les concurrents ne sont pas encore là, mais est-ce qu'il n'y a pas de frémissement? Est-ce que l'environnement, qu'est-ce qu'on attend? Est-ce que l'État n'est pas en train de s'organiser pour libéraliser le secteur? Je pense peut-être à l'audiovisuel. Donc le chef d'entreprise doit avoir les oreilles tendues. Et comme on le dit, il doit être un peu entre guillemets affairé, c'est-à-dire qu'il doit s'occuper de ce qui ne le regarde pas, mais ce qui le regarde. Parce qu'il il doit veiller sur la concurrence pour ne pas être surpris par la concurrence. Donc quand l'État, on veut créer des nouveaux produits, il y a un produit qui sort, tu suis la télévision, tu te rends compte qu'il y a des opérateurs économiques qui arrivent pour explorer tel domaine où tu es, mais il faut déjà savoir que dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4, dans 5 ans, tu ne seras plus seul. Exactement. À part ce moment-là, tu es à la pointe de l'information. Donc, un chef d'entreprise doit s'informer. C'est pourquoi on leur conseille d'être dans les réseaux, de ne pas se replier dans sa tour d'ivoire, mais il faut aller ailleurs, il faut aller dans les salons, il faut aller dans les formations, dans les séminaires. Il faut regarder il faut lire les journaux spécialisés. Il faut suivre Business 24. Oui, il faut suivre Business 24. Bon, comme on en a tellement parlé. Non, mais c'est pas grave, la répétition est pédagogique, donc il n'y a pas de voilà, donc il faut suivre la concurrence pour ne pas être déstabilisé par rapport aux éléments qui vont venir, qui vont être peut-être plus... Parce que vous savez, créer une entreprise, c'est difficile, mais quand tu crées ton entreprise, tu es seul, mais celui qui te regarde, il a le temps de voir comment tu travailles. Il a le temps de voir. Croyez-moi, il y a un monsieur qui voulait créer une résidence hôtelière. Il est venu dormir dans une résidence hôtelière où je connais bien le propriétaire. Il a dormi dans la résidence pendant 3 mois, 4 mois. Mais il a observé la clientèle et puis il allait créer sa résidence à Cocody. À Cocody, voilà. On dit qu'il vit aux États-Unis, mais il n'y a pas de nom de la résidence, mais il a créé sa résidence parce qu'après avoir donné parce qu'il avait un client, le boss a lui a donné toutes les informations et il allait construire sa résidence, mais en faisant plus chic, plus d'espace. Oui, parce qu'il a pris le temps. Et l'autre, il s'est rendu compte que l'autre n'avait pas de parking. Lui, il a créé une résidence où il y a un parking plus spacieux, avec d'autres chambres, enfin bref. Donc, voilà la concurrence. Parce qu'en matière d'affaires, il faut savoir qu'il y a une concurrence directe, mais aussi une concurrence indirecte. Il faut faire très attention. Voilà. D'accord. Ensuite, on a parlé de réseaux, mais il faut parler de business model. On a dit que la plupart les startups ont un problème commun, c'est qu'ils n'ont pas d'exemple à suivre, puisque très souvent, c'est les entreprises qui sont sur un segment de marché où elles sont presque seules. Donc, c'est les entreprises innovantes. Voilà, elles sont innovantes. Donc, il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de business model en marketing, il n'y a pas de business model comptable, il n'y a pas de business model en matière de gestion, en matière de management. Donc, c'est eux-mêmes qui doivent créer leur voie. Et donc, ça devient difficile. Donc, c'est aux promoteurs, aux start-upers de savoir que ça, c'est l'un des premiers qu'il les faut échouer. Donc, déjà, avant même de se lancer, mais il doit savoir comment, il doit faire un bon business plan et puis respecter son business plan. Parce que très souvent, les gars ne respectent pas les business plans. On commence bien dans le respect et puis après... Oui, après, on devient discipliné. Voilà. Et quand tu es discipliné en matière d'affaires, ça se paye cash. Ça se paye cash. Et puis, le 4e point, je peux continuer? Oui, bien sûr. Voilà. On doit s'organiser, prioriser. C'est-à-dire que ce qui est prioritaire n'est pas secondaire, mais ce qui est secondaire non plus n'est pas prioritaire. Ce qui est prioritaire n'est pas secondaire. Oui. Et ce qui est secondaire n'est pas prioritaire. Il faut prioriser les choses. Il faut savoir ce qui est utile pour aujourd'hui. Pour aujourd'hui. Je me lève le matin. Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Quel est mon plan? Un chef d'entreprise doit avoir son plan du jour, de telle à telle heure. Mais il y a un monsieur que j'aime bien. J'ai regardé sa vidéo sur Business 24. Je crois qu'il est devenu maintenant DG de la Poste. Mais quand vous sortez, il y a un appareil. Quand il sort le matin, ça chronomètre
tout ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait, combien de temps il s'est reposé, combien de kilomètres il a marché, combien de mètres il a fait dans son bureau, à quel moment il a travaillé. Il faut pouvoir se discipliner. Il faut se discipliner. C'est vrai que tu ne peux pas avoir cet appart parce que ça coûte cher, mais au moins chef d'entreprise, quand tu crées une petite entreprise, ce n'est pas la carte de visite qui fait l'entreprise. C'est comment l'entreprise va évoluer qui fait le chef d'entreprise. Donc, il faut être discipliné. Je sors, tu dois écrire les choses. Et tu ne peux pas sortir. Parce que chaque fois que tu sors, si tu n'as pas de voiture, après tu as un taxi, mais le taxi a son coût. Tout à fait. Voilà, il y a le coût à payer. Et même quand tu sors, il faut manger, il faut payer le loyer. Donc, il y a des imprévus aussi. Les mois se suivent et se ressemblent. Aujourd'hui, le mois vient de finir, mais aujourd'hui, on est presque à mi-parcours du mois. Donc, voilà, les mois se suivent. Donc, le mois qui arrive, est-ce que tu peux payer le loyer? Est-ce que tu peux payer l'électricité? Est-ce que tu peux payer l'eau? Est-ce que tu peux payer le téléphone? Est-ce que tu peux prendre en charge le personnel? Absolument. Donc, il faut se poser des questions. Donc, il faut être très sérieux. Et le dernier point, on dit la levée de fonds. Mais on avait cité des entreprises ici qui ont eu une levée de fonds assez astronomique, qui sont tombées. Mais très souvent, à d'autres aussi, ils pensent que quand il a 10 millions, 100 millions, 200 millions, mais ça va fondre rapidement. Donc, il faut maximiser ce que vous avez. Il faut anticiper sur les dépenses. Il faut anticiper. Il faut très souvent, on parle de la roue de Deming, planifier, exécuter, contrôler, améliorer. La roue doit tourner. Donc, chaque jour, tu planifies, tu fais l'effort d'exécuter ce que tu as planifié. Et puis tu contrôles l'écart entre ce que tu as dit et ce que tu fais pour voir est-ce que je m'éloigne de mon objectif, est-ce que je m'éloigne, est-ce que je me rapproche, est-ce que je ne suis pas un peu en retard, et puis tu recartes ta vitesse. Par exemple, tu veux quitter ici pour aller à Kororo. Si tu roules à 80 à l'heure et tu es sûr que tu vas arriver à Kororo quel jour. Voilà. Donc, c'est à toi de savoir. Même si tu veux rouler à 100 à l'heure, est-ce que ma voiture, est-ce que moi-même j'ai les compétences? Est-ce que le personnel qui m'entoure est suffisamment compétent pour qu'on aille vite ou on aille lentement? Et puis, il y a des startups aussi. Quand elles se créent, elles font tellement de publicité, j'en ai déjà parlé, tellement de publicité. C'est pas bon de faire la publicité de son entreprise? Non, c'est très bon, mais on leur conseille. On leur conseille de faire la publicité. Mais il faut faire la publicité de ses moyens. De ses moyens. Ouais, de ses moyens. Si vous avez un restaurant, par exemple, j'allais dire, qui crée peut-être les plats qui amènent les gens à la maison, ou bien qui fait. Mais un jour, on a pris le cas, qui a créé un restaurant comme ça, je crois, en France, et puis ça n'a rien donné parce que si vous avez des milliers de clients, alors vous ne pouvez même pas les servir. Si vous n'avez pas, si vous avez peut-être, vous faites 500 couverts, alors que vous avez 10-15 chaises, et les autres qui viennent, vous les recommandez. Donc, on leur demande de communiquer, c'est bien, il faut communiquer, mais en même temps, en communiquant, mais il faut savoir que, est-ce que si les clients arrivent, je peux, voilà, même si vous ne les contenez pas, mais est-ce que j'ai suffisamment de moyens pour agrandir? On en a parlé, on a fait une émission, on a dit, avant de choisir une entreprise, avant de choisir l'emplacement d'une entreprise, il y a des critères, on en a identifié 9. Alors, est-ce que le bureau est extensible? Est-ce que je peux utiliser ici pour agrandir l'espace? Mais si vous avez pris un coin serré, après vous allez déménager, et en déménageant, vous allez déstabiliser la clientèle. Donc, en fait, bref, c'est très bon de communiquer, c'est important de communiquer, mais en même temps, en communiquant, il faut savoir, il faut travailler le back-office. Le back-office, c'est-à-dire le personnel qui est assis, où on va les recevoir. Par exemple, vous créez une école, vous faites une publicité, et puis vous avez 500 étudiants immédiatement, vous avez fait une bonne publicité, alors que l'école ne peut pas que 150. Ça pose problème. Les gens vont se sentir grugés, et évidemment, ça peut vous créer des problèmes pour la prochaine pub. Donc, il faut faire une publicité, mais il faut communiquer de façon intelligente. Et sage, je dirais. Et sage, je dirais. Et sage. Oui. Merci. Je vous en prie, André Cuot. Alors, nous sommes en train de terminer cette émission. Déjà. Oui, déjà. C'est ça le problème avec Employé Carrière. Ça finit tellement vite. On va faire un récapitulatif de tout ce qui a été dit aujourd'hui. Dans la première rubrique, on a parlé de 5 choses à ne pas forcément dire tout de suite aux recruteurs pour éviter des pièges. André Cuot, très rapidement. Oh, mais on a déjà donné l'essentiel, mais je vais leur dire qu'un recrutement, ce n'est pas un interrogatoire de police. Tout à fait. Alors, là, on l'insiste, ça est dans tous les documents qui ont été écrits par les spécialistes. Ça, je suis pas en train d'innover. Encore que, à la police, on n'est pas obligé de répondre à toutes les questions. Parce que très souvent, on voit ce que vous dites, ça sera retenu contre vous. Donc, il ne faut pas dire les choses si tu n'as pas un avocat contre toi. Donc, encore qu'un recrutement, ce n'est pas un interrogatoire de police. Donc, avant de parler, il faut savoir pourquoi ça se prépare. Il faut se connaître, il faut connaître ses forces, ses faiblesses, mais en même temps, en énonçant vos faiblesses, il faut que ces faiblesses, vous ayez des éléments pour dire que c'est vrai, j'ai cette maladie, mais voilà les précautions que je prends
Donc en réalité, ça ne devrait pas vous gêner parce que je me connais, je sais comment me gérer. Voilà. Si ça arrive par hasard, bon, voilà les précautions que je prends, voilà mes médicaments, voilà. Parce que quelqu'un qui est asthmatique, il peut dire, bon, mais ouais, moi, j'ai toujours ma petite bombe à côté de moi. Et donc, même si ça vient, voilà ce qu'on peut faire. Voilà. Donc, il connaît les gestes minimums de secourisme. Il faut le dire. Et le recruteur de vous prendre ou de ne pas vous prendre. Mais il ne faut pas se dévoiler si on ne vous a pas posé des questions sur des points précis. Il faut éviter de trop bavarder. Il faut éviter de trop bavarder. Et puis pour les personnes qui veulent créer leur start-up, des conseils, un dernier conseil. Mais une start-up, peut-être que ça c'est la dernière émission, parce que c'est la troisième émission en fait. Oui, donc il faut leur dire que c'est une entreprise de toute façon. Mais une entreprise qui n'est pas encore, qui est au niveau 0, alors qu'il faut qu'elle migre vers le niveau 1 pour se transformer en entreprise. Mais quoi qu'il en soit, c'est les charges. Donc on ne crée pas une start-up pour faire comme l'autre. On ne crée pas une start-up pour faire le malin. C'est une entreprise qui a des objectifs de résultats et qui a un objectif pour grandir. À part ce moment-là, il faut savoir comment la gérer. Il faut peut-être s'entourer des mentors, il faut s'entourer des spécialistes. Je leur dis toujours, si vous ne pouvez pas prendre un spécialiste, il y a des séminaires qui ne coûtent pas cher. Il faut aller voir les séminaires en management, les séminaires en management qui sont organisés. Et donc, un chef d'entreprise doit avoir le minimum pour gérer son entreprise. Donc, les séminaires, tout ça, ça fait partie du budget que un chef d'entreprise devait avoir. Donc, il faut qu'il s'informe, il faut qu'il se forme. S'il ne peut pas, mais qu'il regarde Bénin 24, qu'il lise PV Magazine, c'est le minimum qu'on peut leur conseiller. Merci André Cuillot. En tout cas, merci. Merci vraiment pour tous ces conseils que vous nous apportez. Merci de permettre à la jeunesse ivoirienne de recevoir ces conseils. Et africaine surtout. On nous appelle merci. Beaucoup. Bien sûr. Merci très chers téléspectateurs. C'est ici que nous faisons notre pied-à-terre. Pour toutes les informations relatives à l'émission, vous pouvez appeler au numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Quant à nous, on a pris beaucoup de plaisir à être encore en votre compagnie. Toute l'équipe se joint à moi pour vous dire merci. À très bientôt. Mais